Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient pour vous offrir une vision globale et équilibrée de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? À Los Angeles, le 15 juillet, un véhicule a percuté une foule rassemblée lors d'un événement communautaire. Le bilan fait état d'au moins 30 blessés, certains dans un état grave. Les circonstances restent floues, accident ou acte intentionnel? Les autorités enquêtent. Le FBI a été mobilisé pour évaluer un éventuel motif terroriste. Le maire de Los Angeles a exprimé son soutien aux victimes, tandis que la sécurité a été renforcée autour des grands rassemblements publics. À Washington, le 16 juillet, Donald Trump a lancé une contre-attaque judiciaire dans le cadre de l'affaire Epstein. Il a déposé une plainte en diffamation, environ 10 milliards de dollars, contre le Wall Street Journal, Rupert Murdoch, Dow Jones et des journalistes, pour un article datant du 17 juillet sur une lettre érotique supposée envoyée par Trump à Epstein en 2003, lettre qu'il nie et qualifie de canular politique. Cette affaire ravive les tensions autour des liens entre pouvoir, justice et influence. Sur le plan économique, la semaine du 14 au 19 juillet a montré un marché de l'emploi toujours stable. Les demandes d'inscription au chômage ont légèrement reculé, signe d'une certaine résilience. Cependant, le gouvernement fédéral envisage une hausse importante des droits de douane sur des produits stratégiques, notamment venus d'Asie. En parallèle, des réductions budgétaires sont annoncées pour les programmes d'aide alimentaire, comme le SNAP. Cette politique de rigueur, défendue par le Congrès conservateur, suscite de vives inquiétudes. Les syndicats saluent la stabilité de l'emploi, mais s'inquiètent de la précarité croissante. Les associations dénoncent une attaque contre les foyers les plus modestes. Sur le plan politique, le clivage est net, les républicains défendent un rééquilibrage budgétaire, tandis que les démocrates parlent de sabotage social. Côté de l'Europe et le NA, quelles sont les grandes actualités? En Europe, une nouvelle vague de chaleur frappe violemment le sud du continent. Entre le 14 et le 19 juillet, des températures dépassant les 45 degrés Celsius ont été enregistrées en Espagne, en Italie, en Grèce et dans le sud de la France. Ces conditions extrêmes ont provoqué de nombreux incendies et entraîné des centaines d'hospitalisations. Plusieurs zones touristiques ont dû être évacuées, avec des conséquences économiques importantes. Face à cette situation, des moyens d'urgence ont été déployés à l'échelle nationale et européenne. La Commission européenne appelle à renforcer le mécanisme de protection civile pour mieux faire face à ces phénomènes climatiques qui s'intensifient. Le débat sur la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique revient au centre des priorités politiques. Sur le plan diplomatique, l'Union européenne reste divisée sur le conflit israélo-palestinien. Lors du sommet du 18 juillet à Bruxelles, aucun consensus n'a été trouvé pour adopter une position commune face à l'escalade de violence à Gaza. Cette prudence reflète des désaccords persistants entre États membres. En parallèle, l'Union européenne a signé un accord économique majeur avec 5 pays d'Asie centrale, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Hadjikistan et le Turkménistan. Cet accord vise à développer les échanges commerciaux, les projets d'infrastructures et la coopération dans le domaine de l'énergie verte. Les ONG critiquent vivement l'inaction de l'Union sur le plan humanitaire au Proche-Orient. En revanche, l'accord avec l'Asie centrale est salué comme un tournant stratégique pour l'indépendance énergétique de l'Europe. Le Parlement européen appelle à clarifier rapidement la position diplomatique de l'Union pour préserver sa crédibilité internationale. Enfin, le 18 juillet, l'Union européenne a adopté son 18e paquet de sanctions contre la Russie. Ce nouveau train de mesures prévoit l'abaissement du plafond du prix du pétrole russe, fixé désormais à 47,60 $ le baril, soit 15% en dessous du prix moyen du marché. Ce plafond sera ajusté tous les 6 mois. Les sanctions ciblent également la flotte fantôme russe, plus de 105 navires sont désormais interdits d'accès aux ports et services européens. Les importations de produits pétroliers raffinés depuis des pays tiers sont interdites pour une durée de 6 mois. Les opérations liées au gazoduc Nord Stream sont également abolies. Sur le plan financier, 22 nouvelles banques russes sont exclues de toute transaction avec l'Union, certaines étant même déconnectées du système SWIFT.
La liste noire européenne s'allonge avec plus de 400 entités et individus supplémentaires, pour un total de 2500 personnes visées. Enfin, des restrictions renforcées sont appliquées aux exportations de biens à double usage, incluant désormais des entités en Chine, en Turquie et à Hong Kong. Ce 18e paquet est considéré comme l'un des plus stricts adoptés à ce jour. Il vise à réduire les revenus énergétiques de Moscou pour faire pression en faveur d'un cessez-le-feu en Ukraine. Malgré quelques réticences initiales, notamment de la part de la Slovaquie, l'unanimité a été atteinte entre les États membres. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le 9 juillet 2025. Plusieurs dirigeants africains, dont ceux du Sénégal, du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Libéria et de la Mauritanie, ont été reçus à la Maison-Blanche par le président Donald Trump. L'objectif, renforcer les liens économiques et diplomatiques entre les États-Unis et l'Afrique dans un contexte de recomposition des partenariats stratégiques. Ce sommet intervient dans le cadre d'une offensive diplomatique américaine visant à contrer l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Donald Trump entend repositionner les États-Unis comme partenaire commercial et sécuritaire incontournable en Afrique. Des accords bilatéraux ont été évoqués dans les domaines de l'investissement, de l'énergie et des infrastructures. Les dirigeants africains ont insisté sur la nécessité d'une relation plus équitable, fondée sur le respect mutuel et des engagements concrets. Lors de la réunion à Washington, le président Trump a aussi pressé certains dirigeants africains de recevoir des migrants expulsés des États-Unis dans le cadre d'une stratégie dite de pays tiers sûr. Cette proposition a été controversée, notamment au Sénégal et au Gabon, où elle a été perçue comme une tentative de faire de l'Afrique une zone reléguant des migrants sans garantie suffisante. Johannesburg, 17 et 18 juillet 2025. L'Afrique du Sud, qui préside actuellement le G20 Finance, a porté la voix du continent lors des négociations économiques mondiales. 2 priorités africaines ont été mises en avant, la réduction de la dette des pays du Sud et la justice climatique face aux impacts inégaux du réchauffement global. Dans un contexte marqué par la montée des taux d'intérêt et des chocs économiques, plus de 20 pays africains font face à une situation d'endettement critique. Le ministre sud-africain des Finances a exhorté les institutions mondiales à adopter des mécanismes concrets d'allègement accompagnés de financements verts. Sur le plan climatique, l'Afrique demande une meilleure redistribution des financements pour l'adaptation, insistant sur le fait que le continent subit les effets du changement sans en être le principal responsable. Les réactions internationales sont prudentes. Certains pays du G20 appuient ces revendications, mais les divisions nord-sud persistent, notamment sur les conditions d'accès au financement. Doha, 19 juillet 2025. Un pas historique vers la paix en Afrique centrale. La République démocratique du Congo et les rebelles du M23 ont signé un accord de cessez-le-feu après des mois de violence dans l'est du pays. L'accord a été conclu à Doha, au Qatar, après 3 mois de négociations soutenues par les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine. Il prévoit un retrait progressif des combattants du M23 des zones occupées et la restauration de l'autorité de l'État congolais sur les territoires concernés. Cet engagement s'inscrit dans la continuité de l'accord de paix signé le mois précédent entre la RDC et le Rwanda, bien que le M23 n'y ait pas directement participé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué une étape majeure vers la stabilité dans la région des Grands Lacs. L'Union africaine et le Qatar agiront comme garants du processus jusqu'à sa mise en œuvre définitive, attendue d'ici le 18 août. Cependant, des observateurs appellent à la prudence. Le M23 conserve un fort levier militaire sur le terrain et la situation humanitaire reste précaire dans plusieurs provinces. Les déplacés internes se comptent par centaines de milliers et les tensions ethniques demeurent vives malgré l'accord. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Chine, juillet 2025. Les autorités chinoises renforcent la surveillance économique face à un ralentissement de la consommation intérieure, malgré des investissements massifs en intelligence artificielle. Le PIB a cru de 5,2% au deuxième trimestre, porté par les exportations, mais la consommation stagne. Les ventes au détail n'ont augmenté que de 4,8%, un rythme le plus faible de l'année. En réponse, Pékin a lancé des enquêtes sur les prix et restreint les coûts dans des secteurs clés comme l'automobile, afin de stimuler la demande domestique. Ces mesures interviennent dans un contexte de tensions commerciales avec les États-Unis,
d'une remontée des taux internationaux et d'un effondrement du secteur immobilier. Les analystes avertissent que sans soutien accru à la consommation, l'économie risque de ralentir dans la seconde moitié de l'année. Japon, juillet 2025. Tokyo s'alarme des incursions navales récentes autour des îles Senkaku, ravivant les tensions avec la Chine. Ces incursions impliquent des patrouilles de la marine et de la garde côtière chinoise près de l'archipel, avec des survols de l'espace aérien japonais. Le gouvernement japonais a officiellement protesté auprès de Pékin, dénonçant ces manœuvres comme une menace à sa souveraineté. Le Japon a renforcé sa posture militaire, augmentation du budget de la garde côtière et déploiement de missiles à longue portée. Ces tensions s'inscrivent dans une stratégie de zone grise chinoise dans la région Indo-Pacifique, perçue à Tokyo comme le principal défi stratégique depuis la Seconde Guerre mondiale. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Gaza, semaine du 14 au 19 juillet 2025. Nouvelle tragédie humanitaire dans la bande de Gaza. Selon les autorités palestiniennes, au moins 32 personnes ont été tuées près d'un site de distribution d'aide alimentaire. Les victimes faisaient la queue pour obtenir des vivres, dans un contexte de cessez-le-feu fragile. Cet incident remet en question la sécurité des civils dans les zones de conflit, malgré les accords humanitaires temporaires. L'ONU dénonce une crise humanitaire dramatique à Gaza. Il insiste sur l'urgence d'assurer un accès humanitaire sécurisé et de protéger les populations civiles. Gaza, quartier chrétien. Un char israélien a frappé la Holy Family Catholic Church, unique église catholique de la ville. Bilan, 3 morts, dont le prêtre, et plusieurs blessés. Des centaines de civils s'y étaient réfugiés. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a exprimé ses profonds regrets, précisant qu'il s'agissait d'un tir occasionnel, selon ses mots, stray à munitions. Il affirme qu'Israël regrette profondément cet incident, partage la douleur des familles et qu'une enquête approfondie est en cours. Il réaffirme également l'engagement de son gouvernement à protéger les civils et les lieux de culte. Cette réaction fait suite à des pressions diplomatiques venues de la Maison-Blanche. Le Vatican et d'autres responsables religieux ont fermement condamné la frappe, appelant à protéger les lieux de culte en zone de guerre. Syrie, zone de Soueida, Dera et banlieue de Damas. Israël a mené plusieurs frappes aériennes sur des positions du gouvernement syrien. Ces attaques interviennent en réponse à une recrudescence des affrontements intercommunautaires, notamment entre Druzes et Bédouins dans le sud du pays. Les frappes visaient à protéger la minorité druze, en difficulté face aux violences, et à établir une zone démilitarisée près de la frontière israélienne. Depuis le début de ces hostilités, entre plusieurs centaines et près d'un millier de morts ont été recensés, civils et combattants confondus. La région est désormais au cœur d'un risque de déstabilisation élargie, où les enjeux communautaires se mêlent à des tensions géopolitiques plus larges. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt